Donc moi, je m'appelle Adèle Rosier, je travaille au Parc national du Mercantour en tant que chargée de mission Flore. Et je vous présente Julie Lemérer qui se présentera un peu plus tard à la seconde partie de la présentation. Nous, on va partir dans le Mercantour. On va faire une présentation qui normalement a duré 20 minutes lors des convergences botaniques. Vous pouvez aller sur la chaîne YouTube des convergences pour avoir l'intégralité de la présentation. Donc voilà, on a raccourci un petit peu. Donc on va parler des actions de connaissance et de conservation en faveur de la fritillaire de Moggridge dans le parc national du Mercantour et dans les alentours. Du coup, c'est une espèce qui a une aire de répartition très restreinte parce qu'elle est seulement dans le massif du Mercantour et en Italie. Dans le Mercantour, on a environ une quinzaine de stations. C'est une espèce qui est protégée et qui est classée vulnérable, donc avec un fort enjeu de conservation. C'est une espèce qui est présente dans les pelouses d'altitude au sens large et dans les mélésins, sous bois clair de mélésins. Elle a un cycle de vie très long, allant de mai à août, ce qui la rend particulièrement vulnérable parce qu'il va se passer beaucoup de choses dans les alpages durant toute cette période-là. En mai, quand elle va fleurir, il va y avoir pas mal d'aléas climatiques, avec notamment des températures en dessous de zéro qui peut la mettre en difficulté. Il va y avoir bien entendu la faune sauvage qui est là et qui va potentiellement l'abrutir. Il va notamment y avoir vraiment un animal féroce des alpages, des montagnes, qui est la marmotte, qui, grâce à des pièges photos, on a vraiment vu qu'elle pouvait se délecter de l'intégralité d'une station. Comme ça a l'air vraiment excellent. On a presque envie de goûter. Heureusement, les fleurs qui arrivent à fructifier, les fruits ne sont plus trop appétants. Et là, il va y avoir plutôt un impact des passages des animaux. Donc, que ce soit faune sauvage et faune domestique. L'arrivée des troupeaux les troupeaux arrivent sur les zones fritillaires autour du 20 juin et peut avoir un impact. Et ensuite, en août, lors de la maturité du fruit, il va y avoir vraiment essentiellement un impact des troupeaux. Pourquoi on a commencé à l'étudier? C'est qu'en 2019-2020, il y a eu un bilan stationnel des CBN. On leur remercie vraiment pour ça et qui nous ont alertés vraiment sur l'état de conservation de plusieurs stations. Et donc, nous, en interne, grâce aux CEF qui nous ont un peu accompagnés au début, on a commencé à se poser des questions sur le succès de fructification de l'espèce. Et là, en mettant des drapeaux lors de la floraison et en venant à la fin de saison pour voir si l'espèce avait fructifié, on a vu qu'il y avait très peu de fruits et beaucoup de drapeaux qui étaient cassés. Donc, c'est des petits drapeaux en bambou comme ça. Et là, on s'est un peu plus posé la question et donc on a élaboré un protocole avec le CEF. Merci aux gens qui m'ont accompagné surtout sur ce travail. Et on a vraiment voulu évaluer l'impact de la faune sauvage et domestique sur le succès reproducteur de l'espèce, en comparant des individus en fleurs et en fruits, et surtout en comparant des individus en zone de défense, dans des cages, et en zone, ceux soumis au passage des animaux. Donc en mai 2024, on a dénombré des fleurs sur la quasi-totalité des stations, donc ça allait jusqu'à 300 fleurs. Ensuite, on revenait un mois plus tard et on comptait le nombre de fruits verts, donc les fleurs qui avaient réussi à fructifier. Et là, on mettait la moitié des fruits en cage. Et ensuite, on revenait en août, et là, on dénombrait tous les fruits matures qui étaient retrouvés, et on couplait ça à l'intensité du pâturage. On a 3 grands résultats. Le premier résultat qu'on peut voir ici, c'est que on a le nombre de fleurs en jaune et le nombre de fruits verts en vert. La quasi-totalité des fleurs arrive à fructifier. La quasi-totalité, sauf à Lotion, par exemple, où on est passé un peu trop tôt, donc les fleurs étaient encore en fleurs. Et à Siruol, on n'a pas pu faire le second passage parce que les troupeaux étaient déjà arrivés. Mais on soupçonne qu'il n'y a pas vraiment de problème en pollinisation, mais voilà, à étudier encore. Et par contre, ce graphique, ça montre la réussite des fruits verts à atteindre les fruits matures. On voit que dans les cages, la quasi-totalité des fruits verts arrive à maturité, alors que sans cage, il y a vraiment une grande disparité dans les sites. Et là, ça nous amène au troisième résultat, qui est la probabilité des individus à réussir à produire un fruit mature. On voit qu'en cage, même si l'intensité autour des cages, l'intensité du pâturage, elle est forte, on voit que la probabilité des fruits et des fleurs, elle tourne autour de 70%, ce qui est très bien. Et par contre, sans protection,
on voit que plus l'intensité du pâturage est forte, moins cette probabilité est haute. Donc voilà, donc, ça nous a vraiment dit que si l'intensité du pâturage est trop forte, bah, ça a un fort impact sur la fructification de l'espèce. Et grâce à ça, on a préconisé des mesures de gestion et on a mis en place des mesures agro-environnementales qui, en mettant... la préconisation, c'était de mettre en place un report de pâturage au 30 août pour vraiment limiter l'impact du passage des troupeaux sur les stations. En parallèle, on a travaillé sur la niche écologique. On va continuer à mettre en place des suivis pour vraiment suivre l'espèce sur le long terme. On continue à mettre des cages là où on n'a pas réussi à mettre des MAEC. On a mis en culture l'espèce à Gap au CBNA. Et on a réalisé une étude, une analyse génétique. Et c'est Julie ici qui a analysé les données. Donc je vais lui laisser la parole. Merci à tous. Donc, bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis doctorante au laboratoire d'écologie alpine de Grenoble et je travaille pour et avec Adèle. Et avant de démarrer ma thèse, donc, qui a commencé le 1er juin, j'ai travaillé sur les données génétiques qui avaient été produites en 2022 lors d'un petit CDD qui servait en fait d'introduction à ma thèse et qui a permis ensuite de déterminer les axes d'étude de la thèse. Hop. Donc moi, ma question c'était d'étudier la diversité génétique des populations de frétillaires de Moggridge du parc national du Mercantour. Hop. Donc, pour la distribution de la frétillaire de Moggridge, donc c'est les petits points bleus et donc c'est la jolie petite photo à droite. La frétillaire de Moggridge, sa répartition, elle est prise en sandwich entre les répartitions de deux taxons qui sont très proches, donc la frétillaire du Dauphiné, donc Fritillaria tubiformis, dont les petits points sont roses, et la frétillaire de Burna, donc Fritillaria burnati, avec les petits points qui sont violets. Et ce que vous voyez dans l'agrandissement là-haut, les numéros, ce sont les numéros des stations qui ont été prélevées pour l'étude génétique, et on a une station de frétillaire du Dauphiné, donc Fritillaria turbiformis, la 30, qui a servi d'outgroup pour certaines analyses. Je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus. Mais ce qu'on voit, c'est que cette frétillaire de Moggridge, elle est parfois en sympatrie avec la frétillaire de Burna, mais pas du tout avec la frétillaire du Dauphiné. Donc moi, à la base, j'avais 3 questions principales qui étaient: dans quel état sont les populations de frétillaires de Moggridge du parc en termes de diversité génétique? Quel est le degré de différenciation entre ces populations? Et est-ce qu'on observe une structuration génétique des populations qui seraient en lien avec une distribution spatiale particulière? Puisque ce qu'on voyait sur les cartes tout à l'heure, c'est que les populations, elles sont quand même assez déconnectées les unes des autres. Donc on a eu un échantillonnage sur les points que je vous ai montrés tout à l'heure, de 4 à 8 individus, ça dépendait des populations, de leur taille. Ça a été réalisé par Adèle et par des collègues italiens, puisqu'on a aussi des échantillons qui viennent des stations italiennes. On a eu un travail d'extraction et d'amplification qui ont été confiés à un partenaire extérieur, un prestataire extérieur. Idem pour le séquençage, et moi j'arrive bien après pour analyser ce qui sort de ce séquenceur. Donc, sans rentrer dans le détail compliqué, après tous les filtres qui ont été appliqués sur ces résultats, je me retrouve avec 465 marqueurs qui proviennent tous du génome chloroplastique, et ce pour 142 poules d'individus. Et j'ai travaillé uniquement sur les fréquences alléliques puisque je n'avais pas de données au niveau individuel. J'étais vraiment par poule d'individus dans des populations. Donc, en termes de précision, je ne suis pas au maximum de ce qu'on peut faire. Mais on a quand même trouvé des choses très intéressantes. Dans un premier temps, ce qui m'a intéressé, c'est de voir que j'avais une diversité génétique intrapopulation très faible, sauf pour quelques populations. Alors je ne sais pas si on voit bien, si elles sont encadrées en rouge, donc les populations 24, 25 et 29, donc Lotion, la tête de ciruole et Rocacuna. On a une diversité globale du taxon donc, qui est très faible si on les exclut, avec seulement 30 loci qui sont polymorphes, donc pour lesquels on trouve plusieurs allèles. Et on peut se poser la question de pourquoi est-ce qu'on a ce polymorphisme un peu particulier dans ces populations 24, 25 et 29. Moi, je ne m'y attendais pas du tout, on ne s'y attendait pas du tout. Et donc, ça a été ce que j'ai cherché par la suite. Alors ici, vous avez une ACP, pour ceux qui ne voient pas trop ce que c'est une ACP, juste si des points sont proches, ça veut dire que génétiquement, ils sont proches, s'ils sont éloignés, génétiquement, ils sont éloignés. C'est tout. Voilà. En termes de fréquence allélique.
retenez ça, ça suffira. Donc si on prend toutes les populations de fritilleurs de Moggridge, on a l'ACP de gauche et on se rend compte qu'en fait les populations 24 et 25, là, qui sont toutes à droite du graphique, elles tirent en fait toute la différence. Et donc ça veut dire qu'elles sont vraiment très très particulières par rapport à toutes les autres populations. On en a quelques-unes sur le deuxième axe qui vont se différencier, mais comme on voit, il n'y a que 1% en fait de la variance qui est expliquée par cet axe. Donc en fait, c'est des très petites différences qu'on voit ici. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai exclu ces populations 24 et 25 dans la deuxième ACP pour voir ce qui se passe en dehors de cette population un peu particulière. Et on remarque que malgré tout, on a quand même des populations qui sont très très proches, globalement en termes de fréquence allélique. On a peu de structure génétique qui est liée à de la géographie, puisque qu'elles soient éloignées ou non géographiquement, on les retrouve finalement dans le même blob sur mon ACP, sauf quelques-unes. La population 20, qui est une population qui est vraiment très 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 isolée tout au bout de la distribution en Italie, sur le Monte Galero, et la population 29, qui est un petit peu particulière et qu'on avait vu tout à l'heure comme ayant un polymorphisme un peu particulier. Donc ensuite, j'ai regardé ce qui se passait exactement au niveau de chaque marqueur en termes de fréquence allélique. Donc là, j'ai la fréquence de l'allèle de référence, n'importe. Et ma population qui est tout à droite, tout au bout, la population 30, c'est ma population de Fritillaria tubiformis, qui me servait de comparaison. Et la première chose qui saute aux yeux, c'est que les populations 24 et 25, qui sont juste ici, elles ont la même tête en termes de marqueurs que la population de Fritillaria tubiformis. On rappelle que normalement, ce sont deux taxons qui sont séparés et qui n'occurrent pas du tout au même endroit. Donc à ce niveau-là, moi, ce que je me dis, c'est tiens, c'est rigolo, j'ai l'impression que j'ai le même chloroplaste entre mes deux taxons. Donc ça me fait penser à une capture chloroplastique. Et si on regarde les autres populations qui sont un peu particulières, on a la population 20 qui est ici. Alors je ne sais pas si vous voyez très bien, mais en fait ce qui s'y passe, c'est qu'on a vraiment très 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 peu de polymorphisme, et en fait on a vraiment des allèles qui sont fixés, et ceux qui sont fixés sont vraiment très différents des autres populations. Donc étant donné qu'elle est très isolée et qu'en plus c'est une très petite population, j'interprète ça comme étant un effet de la dérive génétique très fort sur cette population-là. Et on a la population 29 qui est juste ici, et je ne sais pas si vous voyez que la couleur verte elle est un peu plus claire, ce qui veut dire qu'à ce niveau-là, on a des allèles qui ne sont pas fixés. En fait, on a beaucoup d'allèles qui sont polymorphes dans cette population. Et là, la question c'est mais qu'est-ce qui se passe, parce qu'on n'est pas proche non plus de Fritillaria tubiformis. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Donc si on remet la carte, on peut peut-être y voir plus clair. Alors pour les premières, donc la population 25 qui est une des deux bandes rouges là, on a, par chance, on est tombé sur des individus un petit peu particuliers qui ne sont ni jaunes ni pourpres, mais les deux. Donc ce qui indique effectivement que potentiellement il y aurait un croisement entre la fritillaire de Moggridge et qui, on ne sait pas trop, parce que d'après mes analyses génétiques, je retrouve du chloroplaste qui correspond à tubiformis, à Fritillaria tubiformis, mais Fritillaria tubiformis n'est pas du tout dans cette zone-là. Donc soit on a une capture chloroplastique qui est très ancienne, quand Fritillaria tubiformis existait peut-être dans cette zone, et c'est tout ce qu'on trouve comme indice, ou alors on voit qu'on a des points de Fritillaria burnati, et peut-être que Fritillaria burnati et Fritillaria tubiformis ont un chloroplaste qui se ressemble, et qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est un transfert entre Fritillaria burnati et Fritillaria moggridgei en contexte de sympatrie. Je ne sais pas, j'ai encore des analyses à faire pour tester cette hypothèse. Et au niveau de la population 29, là, on a vraiment une sympatrie. Moi, je les ai vus, j'y suis allée sur Okakuna, à quelques dizaines de mètres, on va trouver quelques fleurs de Fritillaria burnati près d'une très grosse population de Fritillaria moggridgei. J'ai absolument pas trouvé d'individus intermédiaires par contre, enfin morphologiquement parlant, je ne les ai pas trouvés, mais au niveau de la génétique, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a quand même l'air d'avoir des transferts, des flux de gènes entre ces deux taxons qui sont encore à explorer. Donc toutes ces questions et beaucoup d'autres ont émergé pendant ce CDD et ça a permis de mettre au point un projet de thèse donc, qui a démarré maintenant, qui est financé par le Parc du Mercantour et dont Adèle est la porteuse de projet. Et on a 4 axes qui sont développés, qui sont peut-être amenés à changer en fonction des résultats qu'on trouve. Le premier, ça va être de revoir la taxonomie du complexe Fritillaria tubiformis, puisque comme on le voit, clairement, il y a des flux de gènes qui se passent et on ne comprend pas trop ce qui se passe. Donc, on va revoir cette taxonomie de façon intégrative, c'est-à-dire en prenant en compte à la fois des éléments de génétique, mais également des éléments de niche écologique, notamment du sol, que j'ai échantillonné en même temps que j'ai échantillonné des feuilles de fritillaire, pour refaire absolument
tous les analyses génétiques, je refais sur la totalité de la distribution des 3 taxons. Et j'ai pris du sol à chaque fois. On va aussi travailler sur l'histoire évolutive du complexe, c'est-à-dire est-ce qu'on a eu des goulots d'étranglement, est-ce qu'on a eu des épisodes de colonisation, est-ce qu'il y a eu des effondrements. Je ne sais pas encore comment on va faire ça, enfin comment on va trouver ça, mais on va travailler là-dessus. On va aussi travailler, et c'est là que s'intéresse beaucoup le parc, sur le devenir des populations de frétillaires de Moggridge face aux changements globaux, donc les changements climatiques, notamment la diminution de la durée d'enneigement qui a l'air de beaucoup l'affecter, d'après mes premiers résultats, et également les pratiques agro-pastorales. Et dernier axe qui va rejoindre les dernières questions du talk précédent, la biologie de la reproduction de la frétillaire de Moggridge, c'est pas très connu, on ne sait pas si elle est capable de s'auto-féconder, on ne connaît pas ses pollinisateurs, on ne connaît pas leur comportement et on ne sait pas quel est l'effet de la densité d'individus sur le succès de pollinisation et de reproduction. On ne sait pas s'il y a une taille minimale, une densité minimale pour éviter un effet Ali et des dépressions de consanguinité et un vortex d'extinction au sein des populations qui, pour certaines, sont vraiment en déclin en termes de nombre assez alarmant. Donc, plein de questions auxquelles je vais répondre. Donc, si vous voulez, vous pouvez suivre les publications. Il n'y en a pas encore, mais vous pouvez vous tenir au courant. Voilà. Et si vous avez des questions, on est là pour y répondre s'il y a du temps. Bonjour, Romain Roland de la SFOPACA. Une question à Adèle. Je voulais savoir sur les populations de fritillaires. Ça représente combien en surface, finalement, la quinzaine de stations que vous avez évoquées, en hectares par exemple, pour savoir s'il y avait des stations historiques qui ont disparu. Et enfin, si la préconisation de reporter le pâturage au-delà du 30 août était mise en œuvre et fonctionnait. Du coup, niveau surface, ça va être difficile à dire, mais je ne sais pas, peut-être allant de 1 hectare à peut-être quelques hectares pour les stations. On a vu beaucoup d'individus, des données isolées qui ont disparu. Donc on soupçonne que voilà, c'était potentiellement un moment des stations un peu plus grandes qui ont disparu. Et on voit vraiment voilà, tous les individus en périphérie disparaissent petit à petit pour voilà, restreindre les populations au cœur de leur aire. Et la seconde question, c'était si ça fonctionnait, les MAEC. Bah, c'est un travail qu'on a mis en place. Les MAEC ont démarré l'année dernière. Donc on va vraiment suivre les individus de manière précise pour réussir à voir si ça a un impact ou non. Parce que ça me paraît important, parce qu'effectivement, si le pâturage est un facteur limitant, si on arrive à reporter ça, peut-être que des populations historiques vont réapparaître spontanément. On l'espère. On l'espère, mais voilà, on va mettre en place un suivi précis sur la quasi-totalité des stations pour vraiment réussir à voir ça et continuer la prospection. On voit des individus voilà, tous les ans, on voit des nouveaux individus de manière voilà. Merci. Concernant l'histoire évolutive, est-ce que vous avez songé à prendre en compte l'impact ancien des glaciations Oui, en effet, c'est une de mes hypothèses sur, alors, que ce soit pour la différenciation des 3 taxons. Moi, j'ai une très forte hypothèse sur un impact des glaciers. Alors, que ce soit sur une différenciation écologique qui était déjà en cours et les glaciers ont accéléré, ou le contraire, le glacier a commencé et comme ça, on s'est retrouvé sur des endroits écologiquement différents. Ça a amené une différenciation écologique entre les taxons. Mais également au niveau des populations, j'aimerais voir un petit peu ce qui s'est passé. Est-ce que justement ces goulots d'étranglement ou ces recolonisations après glaciation, j'aimerais vraiment travailler dessus. C'est vraiment mon hypothèse principale sur ce qui a fait avant l'homme évoluer la distribution de cette espèce. Parfait. Et vous parlez de population italienne, il y en a combien? Et il n'y a aucune différenciation entre les populations italiennes et françaises de part et d'autre de la barrière alpine? Non, alors, les populations italiennes, vous avez, je ne sais pas si vous voyez bien la frontière parce qu'elle est en noir, donc je ne sais pas si on la voit bien, mais vous avez en vert le tour du Mercantour et en gros tout ce qui est de l'autre côté c'est italien. Et vous voyez par exemple la population 20 qui est tout au bout, donc c'est celle qui est du Monte Galero qui est pour moi très très différenciée à cause d'une dérive génétique très importante. Et sinon, non, j'ai pas vu de grosse différenciation entre les stations italiennes et les stations françaises. Maintenant, on est sur des données génétiques qui sont uniquement chloroplastiques. D'accord. Et le chloroplaste, ça évolue moins vite le génome du chloroplaste évolue moins vite que le génome du noyau. Il accumule des
des différenciations bien moins vite, des divergences bien moins vite. Et pour le coup, moi, j'ai refait tout l'échantillonnage. Et le but, ça va être d'avoir des marqueurs, cette fois nucléaires, d'une pour pouvoir quantifier l'introgression, parce qu'il y en a, et pour avoir une meilleure approche des différenciations entre mes populations. Merci. Valérie, nous, Université de Perpignan, je me posais la question de savoir si tu allais pour des marqueurs génomiques plutôt. Est-ce que vous envisagez du NGBS type DD-RADSEC ou... Alors oui, on envisage d'utiliser du DD-RADSEC et on va adapter la méthode pour pouvoir avoir une couverture suffisante et une profondeur de lecture suffisante pour pouvoir tirer des conclusions, parce que le génome des fritillaires étant énorme, ça pose un très gros défi. Justement, si vous avez besoin d'échanger avec nous, on a un peu d'expérience pour des génomes énormes avec simplement 1 à 3% de couverture. On arrive même à avoir éventuellement des gènes candidats pour différencier, par exemple, des couleurs de fleurs sur des espèces pyrénéennes. Donc, d'accord. Voilà. Si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas. Oui, ça m'intéresse. Et voilà. Et oui, l'avantage, c'est que tu peux aussi travailler